10 ans après la mise en place du dégroupage en France, qui date d'avril 2002, pourquoi existe-t-il toujours un comité d'experts qui travaille sur la boucle locale de cuivre ? Oui, alors effectivement, on peut se poser la question, mais les techniques évoluent sans arrêt, hein. Il y a de l'innovation, il y a des performances toujours plus grandes, et d'ailleurs, il y a des nouvelles techniques qui font l'objet de normes au plan international. Et on pourrait croire qu'on peut les mettre en œuvre, hein, les utiliser directement dans la boucle locale en France sans rien prévoir, et en fait, il ne faut pas faire ça. Parce que la boucle locale a été conçue au départ pour le téléphone, absolument pas pour des usages tels qu'on les a aujourd'hui. Et il y a des perturbations entre des paires voisines et avec les signaux véhiculés sur les différentes paires. Et donc il faut s'assurer que lorsqu'on va introduire une nouvelle technique, elle ne viendra pas perturber la qualité des services qui sont déjà en place, qui utilisent déjà la boucle locale et qui sont donc véhiculés sur des paires voisines. Donc c'est le travail du comité d'experts de s'assurer que les perturbations ne seront pas significatives. Quel rôle joue ce comité d'experts ? Quelles sont ses méthodes de travail ? Qui en fait partie ? Alors c'est l'ARCEP qui l'a créé. L'objectif est de prononcer des avis techniques sur notamment l'autorisation de nouvelles techniques, donc leur autorisation d'emploi sur la boucle locale cuivre. Ce comité est composé d'experts techniques, représentants de sociétés, enfin de différentes entités. On y trouve France Télécom, on y trouve les opérateurs ayant signé une convention de dégroupage avec France Télécom, et puis également des équipementiers de DSLAM, des équipementiers pour des équipements d'abonnés. Le comité a rendu aujourd'hui même un avis favorable à l'introduction en France du VDSL2 sur la boucle locale cuivre de France Télécom. Oui, alors on a travaillé comme on a fait sur toutes les autres techniques étudiées précédemment. On travaille en 3 phases. D'abord, il y a une analyse théorique. Ensuite, on fait des tests sur un réseau en laboratoire, on va dire, avec un réseau qui représente correctement, disons, l'état de la boucle locale en France. Et ensuite, on fait une expérimentation terrain. Donc, c'est ce qu'on vient de terminer avec le comité d'experts. Qu'est-ce que le VDSL2 ? Alors, le VDSL2, c'est une technique qui est un peu plus performante que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, elle va permettre d'apporter plus de débit en voie descendante et en voie remontante aux abonnés résidentiels, mais avec des conditions d'emploi qui font que ça sera accessible à un certain nombre de foyers. Dans quelle configuration le VDSL2 est-il autorisé ? Le VDSL2 est autorisé donc sur toutes les lignes des NRA dits de réaménagement, c'est-à-dire tous les NRA, donc nœuds de répartition d'abonnés qui ont été créés depuis début 2005, et pour tous les autres NRA, donc l'autorisation porte sur les lignes en distribution directe, c'est-à-dire les lignes pour les abonnés qui ne passent pas par un sous-répartiteur. Donc c'est un peu technique, c'est lié à la structure de la boucle locale française. Et quels sont les usages possibles du VDSL2 ? Alors, il s'agit de pouvoir bénéficier de toute une palette de services qu'on appelle aujourd'hui triple play, donc très variés, et puis surtout avec un usage simultané à la maison des différentes personnes du foyer, hein, l'Internet, de la télévision, des jeux. C'est tout l'intérêt d'avoir un débit supplémentaire, et en plus à la fois en bande descendante, mais aussi en voie remontante, ce qui est quand même un sacré plus par rapport à la DSL2+ aujourd'hui sur les réseaux cuivre. Y a-t-il un affaiblissement avec la distance ou non ? Ah bah si, bien sûr, autant voire plus qu'avec la DSL2+ aujourd'hui. Donc bien évidemment, les performances vont dépendre de la distance au nœud de répartition d'abonnés. Et le VDSL2 apporte vraiment des débits supplémentaires par rapport à la DSL2+ quand on est en gros à moins d'1 kilomètre de distance du NRA. Et on peut espérer, au moins au plan théorique, on peut espérer des débits extraordinaires, allant en voie descendante jusqu'à 50 mégabits par seconde, voire nettement plus. Mais comme je l'ai dit, ça dépend vraiment beaucoup de la distance, et puis également des paires voisines et des signaux qui sont véhiculés, puisqu'il y a des perturbations. Et en voie remontante, là aussi, on va avoir des débits bien supérieurs à ce que sait faire la DSL2+. Bien évidemment, ça dépend aussi de la distance, mais on peut aller à peut-être 10 mégabits par seconde, voire nettement au-dessus, mais avec toujours cette réserve que ça dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la distance qui est très déterminante. Il existe également un comité d'experts fibres que vous présidez. Sur quel sujet
travaillez-vous en ce moment? Enfin, ce comité d'experts travaille en parallèle au comité d'experts cuivre. Alors, il travaille sur des sujets d'expertise technique, de nouveau, dans le domaine des réseaux, donc FTTH, fibre jusqu'à l'abonné. La problématique est tout à fait différente parce qu'il ne s'agit pas de travailler sur des aspects d'interférence entre comme on a sur les paires de cuivre, mais plutôt pour dégager des choix communs, des référentiels communs, des orientations communes qui font que ça permettra d'optimiser les travaux, les actions des différents acteurs, en fait, sur la mise en œuvre des réseaux, donc FTTH, très haut débit.